Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission Sur la brèche. Germaine Pitroapa est l'invitée de ce dimanche. Enseignante de formation au commissaire du Kouritenga sous le CNL, le Conseil national de la Révolution, ancien conseiller culturel à l'ambassade de Burkina Faso à Paris, exilée politique en France sous la rectification, Germaine Pitroapa est une femme politique engagée, notamment au sein de l'UNUR-PS, l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste. Madame Pitroapa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et ravi de vous accueillir ici sur ce plateau. Enchanté. Décrypter, commenter, analyser l'actualité nationale et internationale en offrant un espace d'opinion pluriel sur la télévision publique. C'est la raison d'être de cette émission Sur la brèche. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que l'on s'accorde quelques minutes pour faire plus ample connaissance avec vous. À commencer par votre engagement militant sous la RDP, la Révolution démocratique et populaire. Pour vous, l'expérience révolutionnaire, elle commence quand? Oh, elle commence depuis le début, parce que militante je fus au sein du groupe communiste l'ULC, qui était devenu ULCR. L'Union de lutte communiste. L'Union de lutte communiste révolutionnaire ou reconstruite. Et je pense que depuis le lycée, je pense que je suis engagé dans le sens de tout ce qui est militantisme ne m'est pas étranger. Depuis le lycée, comme j'étais délégué de classe, et depuis étudiante à l'AEVO, donc l'association des élèves voltaïques à l'époque de Ouagadougou. Et ensuite, quand j'ai pu aller en France, j'ai milité au sein de la FEANF, Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, à travers l'UGEB. Alors, militante ULC, Union de lutte communiste, aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que cela résonne anachronique dans le Burkina du 3e millénaire? Pas du tout. Pourquoi voulez-vous que ça sonne anachronique? Dans la mesure où ce n'est pas parce que le groupe lui-même a disparu que les idéaux et l'idéal de ce groupe-là ne demeurent pas valables au Burkina Faso à l'heure actuelle. La révolution, on en a besoin. Le 15 octobre 1987, pourtant, Thomas Sankara est assassiné. L'espoir de cette révolution également. Vous êtes à l'époque conseiller culturel à l'ambassade de Burkina Faso à Paris. Pour vous, c'est le début d'une tragédie? C'est le début d'une tragédie parce que, comme je l'ai toujours dit, à travers les médias, j'ai dit tout ce qui allait être contre le CNR ne pouvait être que contre-révolutionnaire. Ça ne pouvait pas, la révolution ne pouvait pas continuer après l'assassinat de Thomas. Et ça m'a valu d'être renvoyé de l'ambassade. C'est la seule faute que j'ai commise après l'assassinat de Thomas, pour avoir dit que quel que soit celui qui a fait le coup d'État, quel que soit celui qui l'a assassiné, celui-là ne peut pas continuer la révolution. Tuer Thomas, c'est tuer la révolution. Et le temps m'a donné raison. Le mouvement de rectification était quand même censé approfondir la révolution. Ça ne pouvait pas, parce que... rectifier ce qui était considéré comme les déviations justement de cette révolution. Les déviations, c'est ceux qui voulaient rectifier qui en étaient les auteurs. Parce que on dit les mots d'ordre ne convenaient pas, mais ce sont les maximalistes justement de ces mots d'ordre-là, ceux qui sabotaient. Et ça, au départ, on le savait, que c'est ceux-là qui justement voulaient rectifier, soi-disant, les déviations que Thomas Sankara a incarnées. Thomas Sankara, dans son discours de Bobo, avait dit « Nous allons trop vite et peut-être que nous devons faire une pause afin que aller avec... Nous préférons faire un pas avec le peuple que de faire 100 pas sans le peuple. » Il l'a dit et il l'a exprimé haut et fort. Et donc, ceux qui voulaient rectifier étaient ceux justement qui disaient que justement il avait dévié de la révolution. Il voulait rectifier quoi? C'était justement, comme lui-même il le disait, celui qui veut ma place, ce n'est pas pour faire du bien au peuple burkinabé. Celui qui veut ma place, c'est celui qui veut manger. Et je refuse qu'il mange sans le peuple. Alors, quand vous regardez cette tragédie du 15 octobre, aujourd'hui, il est évident
que le Conseil national de la Révolution était constitué de diverses organisations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir une responsabilité partagée dans ce qui est arrivé, en tant que membre notamment de l'ULC? Nous sommes tous responsables de la tragédie. Chacun à son niveau. Nous sommes tous responsables. Justement, ce que je disais, et après l'assassinat de Thomas, je dis que nous nous sommes laissés distraire par des adversaires politiques et à côté de nous, il y avait l'ennemi. Le loup était dans la bergerie. Le loup était dans la bergerie, et ça depuis le début. Et nous, en tout cas à l'ULCR, nous le savions et nous le répétions et nous faisons savoir que le loup était dans la bergerie. Mais Thomas Sankara nous rassurait en disant, c'est un ami et vous verrez qu'en le côtoyant, vous apprendrez à le connaître. Mais en le connaissant justement, nous avons appris à le connaître en sachant que ce n'était pas un révolutionnaire, contrairement à ce qu'il dit. Mais est-ce que vous, par ailleurs de l'ULCR, vous n'étiez pas quelque part sectaire? Pas du tout. Vous étiez partisan justement de cette unité de la gauche au sein notamment du CNR? Justement, contrairement à ce qu'on dit, c'est l'ULCR qui était justement un des artisans. Comme Thomas le disait, nous allons élargir la base du CNR. Nous voulons élargir. Et notre rôle, c'était quoi? C'était que justement, nous allions discuter avec nos anciens camarades, ceux qui se font appeler PCRV. Nous allions discuter avec nos anciens camarades, leur expliquer que ce qui est en train de se passer, c'est une révolution, contrairement à ce qu'ils croient, que c'est un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État comme un autre, parce que c'est un long processus qui a amené le 4 août 1987. Et le rôle, justement, paix à son âme, le rôle de Valère, justement, c'était, et il a fait ce travail-là, paix à l'âme de Salif aussi. Et il y a des acteurs de ce groupuscule-là qui existent et qui ont quitté le PCRV pour venir élargir à travers le GCB et à travers l'UCB. Nous n'étions pas sectaires, contrairement à ce qu'on racontait. Nous n'étions, au contraire, nous étions ouverts, nous avions été convaincus par Thomas et nous en étions convaincus aussi qu'il fallait élargir la base du CNR. Et nous avons entrepris ce travail-là. C'est ce qui a permis la naissance de l'UCB et la naissance du GCB. Alors, pour notre malheur, parce que quand ils sont arrivés, leur adversaire premier, c'était nous, c'était l'ULC. Il fallait justement, parce que pour eux, nous avions gagné de toute façon la bataille idéologique, à savoir que la RDP a été consacrée, contrairement à ce que leurs vieux penseurs pensaient de la RNDP. Nous, la RDP, nous avions gagné la bataille idéologique. Donc nous n'avions plus peur de qui que ce soit. Vous avez gagné la bataille idéologique et vous êtes retrouvés minoritaires au sein de la Révolution? Nous ne nous sommes pas retrouvés minoritaires, nous nous sommes retrouvés combattus. Combattus par ceux pour lesquels nous nous sommes battus pour élargir le CNR. Nous n'étions pas minoritaires, contrairement, minoritaires dans le nombre, non. Mais dans les idées, nous étions majoritaires. D'accord. Thomas Sankara assassiné, vous estimez qu'il ne peut pas y avoir d'approfondissement de la révolution sans le père de la révolution. Sans le père de la révolution. Un licenciement. Et ça vaut pour moi un licenciement, un rappel soi-disant. Parce que c'est la première chose, on dit, bon, Madame Pitroapa, vous êtes rappelée pour consultation. Et j'ai répondu, mais non, le représentant du Burkina, c'est l'ambassadeur, c'est pas moi. En quoi on peut me consulter? Et c'est là que, bon, j'ai été invité par RFI. Et au cours de cette interview, j'ai dit que celui ou ceux qui ont assassiné Thomas ne peuvent pas continuer la révolution. Parce que ce n'en était pas des révolutionnaires. Et la suite pour vous, c'est quoi? C'est la descente aux enfers? La suite, non, la descente aux enfers, quand on commence à militer, on ne peut pas parler de descente aux enfers. La suite, c'est les épreuves de la vie. C'est les épreuves. Il fallait effectivement, bon, qu'à un moment donné, justement, on accepte que quand, dans la lutte, on peut rencontrer des difficultés. Il y a des hauts et des bas. Et vous restez en France, vous vivez de quoi? Je reste en France parce que j'avais une partie de ma famille qui était là-bas avec mon mari. Puisque quand j'ai été envoyé comme conseiller culturel, c'était mon mari qui était déjà sur place avec mes enfants. Parce que figurez-vous que quand j'étais au commissaire au Kouritenga, mes enfants étaient restés en France avec mon mari. Alors, resté en exil, vous êtes battu pour les idéaux de la RDP et pour le sankarisme.
Justement, ce sankarisme, comment est-ce que vous le définirez aujourd'hui? Le sankarisme, comment on peut le définir? C'est un idéal. Le Sankara n'a pas théorisé. C'est de la pratique, c'est dans la pratique. Le sankarisme, c'est défendre un idéal, à savoir tout ce qui peut être comme justice sociale, défendre la grande majorité des peuples burkinabés. Le sankarisme, c'est quoi? Le sankarisme, c'est faire sien les aspirations du peuple burkinabé. Alors, c'est un constat que les partis d'obédience sankaristes, en tout cas ceux qui se réclament comme tels, on va dire, n'ont jamais su récolter les dividendes politiques de l'adhésion, surtout de la jeunesse au discours du capitaine Thomas Sankara, devenu aujourd'hui une icône mondiale. Comment est-ce que vous expliquez? Parce que les sankaristes, certains sankaristes, parce qu'il y a des sankaristes en temps de paix, et il y a des sankaristes qui étaient là au moment où justement il fallait se battre. C'est ceux des sankaristes en temps de paix là, qui veulent penser qu'ils peuvent se mettre sur le dos de ceux qui, pendant 27 ans, je dis bien 27 ans, ont défendu l'idéal. Il y en a qui n'osaient même pas dire qu'ils ont appartenu au régime de Thomas Sankara. Ils n'osaient pas. Pendant que nous, on faisait tout ce qui était à notre possible pour défendre cet idéal-là et dire que la révolution a été poignardée par l'assassinat de Thomas Sankara. Mais il y a des gens qui ont attendu les sankaristes, comme feu paix à l'âme de Valère, les sankaristes du temps de paix sont beaucoup plus bruyants. Et en même temps, ils veulent et ils pensent qu'ils sont beaucoup plus les défenseurs de la révolution que nous qui étions les acteurs. Même s'ils étaient des acteurs avec nous, après l'assassinat de Thomas, nous en avons connu, qui n'osaient même pas parler de la révolution, défendre la révolution incarnée par Thomas Sankara. Aujourd'hui, c'est eux qui ont certains d'entre eux qui tiennent le haut du pavé grâce à l'insurrection populaire. Maintenant, ils peuvent sortir et je suis un ami, j'étais un ami de Thomas, j'étais un copain de Thomas, etc. Mais pendant 27 ans, ils ont cherché plutôt à préserver leur carrière plutôt que de défendre l'idéal Thomas Sankara. Au 20e anniversaire, nous avons cherché ceux qui pouvaient nous animer des panels. Aujourd'hui, il y en a qui crient, j'étais un ami de Thomas, mais ils ont dit, ah non, 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 moi je ne vais pas me montrer dans la lumière. Et ce n'était qu'en 2000. Et aujourd'hui, après l'insurrection populaire? Après l'insurrection populaire, on a plein de tous ceux qui se disent Sankara, qui se disent sankaristes, qui déclarent, j'étais un ami, j'étais un copain, mais pendant les 27 ans, nous ne les avons pas entendus. Pire, quand nous les contactions, ils refusaient de nous prendre au téléphone. Par respect pour leur famille, je ne donne pas de nom. Ni par respect pour leurs enfants, je ne donne pas de nom, mais ils se reconnaîtront. Il y a aussi l'éternelle question de la fragmentation des partis sankaristes, une atomisation qui apparaît comme une sorte de signe indien qui marque de façon en tout cas indélébile la galaxie sankariste. Est-ce que vous pensez qu'un jour elle réussira à dépasser? Une implosion, on se dit sankariste, mais on sait, il y a des groupuscules tous qui se sont dit nous sommes des sankaristes. Je prends par exemple certains qui sont allés dans l'opposition aux côtés de Zéphirin et qui partagent le programme libéral de Zéphirin. On ne peut pas se dire sankariste et partager ce programme-là. Il y en a tous ceux qui... Parce que ça se vend, dire qu'on est sankariste. Ça se vendait et ça s'est vendu après l'insurrection. Il y en a qui se sont proclamés sankaristes. Il y en a qui se proclameront toujours plus sankaristes que les sankaristes eux-mêmes. Mais à l'épreuve du temps, on voit que qui est-ce qui incarne le sankarisme, de par sa pratique, de par son comportement. Qu'est-ce qui peut... Parce que quand je suis arrivé et que je voulais organiser, par exemple, la convention, pour essayer justement, avec Mariam et moi, essayer de rassembler tous les sankaristes, j'en voyais qu'il y avait des comportements qui n'avaient rien à voir avec le sankarisme. Se déplacer en pleine nuit, venir aux réunions avec les voitures de service. Le sankarisme, c'est pas ça. Et il y en a beaucoup qui vont encore nous dire qu'ils sont plus sankaristes que nous. Ben, nous les attendons sur le chemin de la bataille. Et la bataille des idées, ce n'est pas une bataille de personnes. Et ils verront, jusqu'à aujourd'hui, quand on dit sankariste, il n'y a que l'UNIR PS.
il y a aussi, vous reprochez aux sankaristes qui sont aujourd'hui avec l'opposition, notamment avec Zéphirin Diabré, de ne pas être véritablement des sankaristes. Je ne leur reproche pas, je constate. Quand on a un programme, quand c'est le programme de Zéphirin, ce n'est pas un programme sankariste. Chacun va là où il trouve son intérêt. Je pense peut-être qu'ils trouvent leurs intérêts là-bas. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'asseoir entre deux chaises. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire sankariste et aller partager l'idéal que Zéphirin défend. Quel idéal ils défendent là-bas? Quels sont le programme de Zéphirin qui les rapproche du programme de Thomas Sankara? Est-ce que vous direz aujourd'hui que le programme politique du MPP, ou celui qui a porté le président Roch Kaboré au pouvoir, est non, d'audience sankariste, je n'irai pas jusque-là. C'est plus proche de notre idée. Des programmes que nous avons élaborés au niveau de l'UNIPS pendant la présidentielle, justement, nous avons trouvé des points communs. Et puis, je ne trahis pas un secret en vous disant que, aussi bien Roch, Simon, nous étions tous dans l'ULC. Je ne trahis pas de secret, et ils le savent. Et donc aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés, tout simplement. Je pense que nous nous sommes à moitié retrouvés, parce que nous ne sommes pas dans la même structure organisationnelle. Mais je pense que dans le fond, ce qui vous unit est plus que ce qui vous divise. Tout à fait. Ce qui nous unit aujourd'hui est plus que ce qui nous divise. Parce que dans leur programme, nous avons retrouvé ce que notre aspiration, ce que le programme de l'UNIPS avait élaboré. Notamment, je donne l'exemple de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Mais il y a le passif politique. Il y a le passif politique, c'est justement cette non-dénonciation de la mort de Thomas Sankara par ces mêmes acteurs qui ont été partie prenante, notamment la non-dénonciation de la mort de Thomas n'incombe pas que uniquement au MPP. Toute la classe politique, y compris ceux qui se proclament communistes, clandestins, les droits lomistes, là, j'appelle ceux qui défendent tous les jours maintenant les droits de l'homme, nous avons entendu en vain leur réaction face à l'assassinat de Thomas Sankara. Nous avons attendu en vain leur réaction face à l'assassinat de Guillaume Sessouma, un professeur qui a été assassiné au même moment que Dabo Boukari. Nous avons attendu en vain. Et jusqu'à aujourd'hui, vous ne les entendrez pas dénoncer ces assassinats-là. J'attends toujours. Les droits de l'homme, c'est valable pour tout le monde. Les droits de l'homme, c'est y compris l'assassinat de Thomas, y compris l'assassinat de Guillaume Sessouma. Et je les attends. Pire, il y en a qui, à l'époque, animaient justement le MDHP, qui ont voulu justifier la mort de Guillaume Sessouma sur les antennes de RFI. Sans citer de nom, Ouedraogo Alidou, qui est un ami, qui est demeuré un ami, Ouedraogo Alidou a déclaré sur RFI qu'il y a eu tentative d'évasion. Il n'y a jamais eu tentative. Guillaume Sessouma? Guillaume Sessouma, et c'est pour ça qu'il a été tué. Il est encore vivant et je suis vivante. Ça a été dit sur les antennes de RFI. Et pourtant, à l'époque, c'est lui qui dirigeait le MDHP et qui était le conseiller juridique de Blaise Compaoré. C'est bien Alidou Ouedraogo. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. Nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme burkinabé. Ce discours, vous le connaissez? Ce discours, je le connais, effectivement. 4 octobre 1984, Thomas Sankara devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Les Nations Unies. Est-ce que ce discours a encore une résonance aujourd'hui? Ce discours a plus qu'une résonance. La mesure, si vous regardez les réseaux sociaux, si vous suivez l'actualité, tout le monde le reprend plus ou moins, ce discours-là, les extraits. Même ceux qui dans le passé ont combattu l'idéal Thomas Sankara, aujourd'hui, on les entend parler exactement de la même manière. C'est les mots qui changent, mais c'est exactement de la même manière. La femme burkinabé est toujours une opprimée, d'autres opprimés. Les hommes ont été opprimés et ils oppriment d'autres personnes. Et aujourd'hui, comme il dit, on peut parler au nom de toutes les femmes du monde entier. Jusqu'au le 8 mars, dans le monde entier, chacun a célébré à sa façon le 8 mars. Et le 8 mars n'a été institué au Burkina qu'à partir de la RDP.
Et pourtant, des régimes se sont succédés. Justement, 8 mars, instauré journée chômée et payée sous la révolution démocratique et populaire, mais par la suite, on a vu l'ensemble des dérives avec toutes les festivités qui s'en sont suivies. Est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que cela a beaucoup plus avancé la cause de la femme? Ça a beaucoup plus nuit à la cause de la femme, parce que sous la révolution, sous le CNR, ce qu'il fallait faire, c'est faire prendre conscience aux femmes de leur situation d'exploiter. Ce n'était pas les fêtes qui manquaient aux femmes. Ce n'est pas parce qu'elles ne font pas la fête qu'elles sont opprimées. Elles sont opprimées pourquoi? Et donc, bien sûr, ceux qui ont assassiné Thomas, cette dérive n'a pas commencé qu'avec le 8 mars. La dérive de dire que la révolution continuait alors qu'on sait très bien que la révolution ne continuait pas. Chacun fait ce qu'il a. Comme ils ne pouvaient pas supprimer la journée du 8 mars, ils sont obligés de l'adapter à leur sauce. Et leur sauce, c'était quoi? Les Djandjoba. Alors, cette année, on a constaté qu'il n'y a pas eu de Djandjoba, une célébration avec beaucoup de sobriété. C'est ce qui a été en tout cas voulu au niveau purement officiel. C'est une démarche à la... Ce n'est qu'un juste retour des choses. Enfin, beaucoup d'entre nous ont compris que ce n'est pas les Djandjoba qui libèrent la femme, c'est la réflexion. Quelles sont les voies et moyens que nous allons utiliser pour pouvoir mettre la femme à la hauteur de la place qu'elle doit occuper, à la hauteur du nombre que nous sommes, 52%. Et pourtant, nous sommes les plus opprimés. Et voilà pourquoi, cette année, je pense que ça a été une bonne décision, indépendamment des coûts financiers. C'est une bonne décision. Nous devons plutôt nous asseoir ensemble, que ce soit les femmes de ville et de campagne, réfléchir comment on sort de ce sous-développement, de cette oppression. Qui, en fait, les hommes ne font pas l'oppression de gaieté de cœur, mais ce sont les situations qu'ils ont trouvées. Et ils ne veulent pas, il n'y a pas beaucoup qui veulent en sortir. Par contre, on a des hommes qui veulent en sortir et qui sont conscients de cette situation. Donc, ce n'est pas une lutte entre les hommes et les femmes. C'est une lutte parce qu'il n'y a pas de développement sans le développement de la femme, sans la liberté de la femme, sans élever à la femme le droit où elle doit être. Alors aujourd'hui, quels sont les défis qui se posent à l'autre moitié du ciel? Les défis qui se posent déjà, c'est s'organiser. Il faut qu'on s'organise. Il ne faut pas que ce soit une lutte individuelle. Il ne faut pas que ce soit des luttes éparses. Il faut que nous nous organisons, que nous fassions de sorte que quand nous faisons des propositions, que ce soit incontournable. Nous devons nous organiser pour faire des propositions, faire de sorte qu'il ne suffit pas simplement de nommer des femmes au gouvernement pour dire que la femme est libérée. Mais non, il faut que nos revendications prennent en compte les femmes du village, les femmes des campagnes, pour que justement ces femmes-là aussi sortent de cette oppression dans laquelle elles sont. Souvent elles ne sont pas conscientes du rôle qu'elles peuvent jouer, mais elles sont conscientes du fait qu'elles souffrent. Alors, sur le CNR, vous avez été haut commissaire du Kouritenga. Quelle est l'histoire de cette nomination? Eh ben, il n'y a pas une grande histoire. Hein. Les adversaires de la Révolution ont dit qu'on m'a envoyé là-bas pour avoir osé dire à Thomas Sankara, à la Maison du Peuple, qu'il y a des mots d'ordre qui n'étaient pas adaptés et il y a des critiques qui n'étaient pas adaptées, qui ne devaient pas s'appliquer à nous les femmes uniquement. Et qu'il faut revoir la façon dont, justement, les mots d'ordre sont formulés et ces critiques-là ne sont pas fondées. Notamment, on ne peut pas dire que c'est parce que les femmes se maquillent, c'est parce que les femmes n'achètent pas les pains de Faso Fani que Faso Fani est en difficulté. Non. Voilà, en gros, il y en a qui ont considéré, et pourtant, non, Thomas était un camarade et un ami. Et je suis allé, comme on dit, je suis allé au charbon. On ne peut pas faire la révolution et ne penser que ce soit les autres qui doivent faire la bataille avec vous. Alors, cette expérience, qu'est-ce que vous retenez de votre passage dans le Kouritenga comme haut commissaire? Je retiens le fait qu'une femme peut diriger une province. Je retiens le fait que Thomas nous faisait confiance. Thomas nous a fait confiance et il ne s'est pas trompé. Thomas nous a voulu nous mettre pas mettre à l'épreuve, nous mettre à la place que nous devons être
pendant la Révolution. Je signale que nous étions une dizaine sur 30. Alors, on revient dans l'actualité pour constater que les échanges entre le chef de l'État et les femmes des 13 régions du pays ont été assortis en tout cas d'un engagement qui a été pris par le président Roch Kaboré de respecter la loi sur le quota genre par la nomination notamment de 30% de femmes dans le prochain gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben j'espère qu'il va le tenir, parce que le quota genre n'est pas à respecter seulement qu'au niveau des nominations du gouvernement. Il faut qu'à l'Assemblée cela apparaisse, à la représentation nationale, que cela apparaisse dans les directions des services, et des services par exemple des sociétés d'État. Il faut que cela aussi soit respecté. Mais je pense que c'est un début. Je ne vais pas lui demander du jour au lendemain de faire comme Thomas sans Thomas. Mais je pense que nous serons sur le bon chemin quand les lois vont justement aller dans le sens de respecter ce quota-là. Parce que j'ai constaté que bon, la représentation nationale dans le temps a accepté ce quota, mais les partis politiques se sont arrangés pour ne jamais mettre les femmes à des postes électifs. Dans leur disposition, on mettait les femmes, mais si on nous met en queue de liste, on est tellement sûr qu'ils ne seront pas élus. Et donc, mais selon la loi, ils ont respecté leur... Est-ce que quelque part le respect du quota genre pris dans l'absolu ne peut pas apparaître comme une forme de nivellement par le bas? Pas du tout. Pourquoi nivellement par le bas? Parce que les femmes, elles ne sont pas à la hauteur de où sont les hommes. Ce n'est pas le nivellement par le bas. On demande tout simplement que vous mettez les femmes à la position où elles seront éligibles pour que la représentation nationale soit le reflet de la société burkinabé. N'oubliez pas, les femmes ne sont pas moins instruites que certains hommes qui sont à l'Assemblée. Si on prend les chiffres dans l'absolu. Si on prend les chiffres dans l'absolu, même dans l'absolu, elles ne sont pas moins instruites que ceux qui sont à l'Assemblée aujourd'hui. Parce que nivellement par le bas, ça veut dire qu'elles n'ont pas le niveau soit intellectuel ou bien quoi. Ça veut dire quoi, le nivellement par le bas? Il y a des hommes qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui qui ne sont pas plus instruits ni moins instruits que certaines femmes. Le président Roch Kaboré, en tout cas, envisage également une révision de la loi sur le quota genre pour lui donner un caractère contraignant. Contraignant, voilà, c'est une des décisions qui va être la plus salutaire. Parce que si ce n'est pas contraignant, les partis politiques, justement, on a vu avec la pratique que les partis politiques ont contourné cette loi-là. D'accord. Alors, ce vendredi 9 mars, il y a eu le lancement d'un projet de promotion de l'entrepreneuriat des femmes dans le secteur des énergies renouvelables, des énergies durables, pardon. 4 milliards de francs CFA ont été mobilisés, notamment par l'Union européenne et Christian Aid, pour le financement du projet devant s'exécuter notamment dans la province du Soum. Comment est-ce que vous réagissez à ce genre de projets ou d'investissements qui sont envisagés au bénéfice des femmes? Pourquoi au bénéfice des femmes? Parce que c'est elles qui occupent ce genre de... Par exemple, si vous prenez le réchauffement climatique, vous reprenez le bois, l'utilisation du bois. Si on investit dans par exemple, les foyers améliorés, que sous le CNR, nous avons essayé de promouvoir. Et c'est les femmes qui portent le lourd fardeau du changement climatique, qui portent le lourd fardeau, justement, de ne pas avoir, d'avoir tout le temps on sait très bien que le bois, ce que ça dégage. Or, ce sont elles qui sont à la cuisine. Ce sont elles donc qui respirent. Et ça ne peut être que par là que nous, en tout cas dans nos pays africains, nous pouvons parler d'un développement. Parce qu'il faut que les femmes s'impliquent pour que tout projet qui n'implique pas les femmes est voué à l'échec. On va changer de sujet pour parler du 2 mars dernier. C'est une actualité qui a secoué le Burkina. L'ambassade de France et l'état-major général des armées ont été, en tout cas, la cible d'attaques terroristes revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans du Touareg malien Yad Agrali. Alors, à Sia, il y a eu une marche silencieuse qui a été organisée notamment par les femmes de la ville de Bobo-Dioulasso en hommage aux victimes et en signe de refus de la barbarie et du terrorisme. Est-ce que c'est une initiative à laquelle vous souscrivez? Oui, avant de répondre à cette question, permettez-moi de saluer la mémoire de ceux de nos compatriotes qui sont tombés pour défendre le pays.
les femmes qui ont organisé, ça devrait être partout. Ça devrait être partout. Et je pense que la nation a su qu'il avait des fils qui étaient prêts à se sacrifier et qui se sont sacrifiés pour que, justement, pour faire face à ces barbares qui sont dans notre pays. Et on le sait très bien. Si vous me demandez mon point de vue personnel, on le sait très bien. Pourquoi et comment? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne sait pas qu'il y a des relations de cause à effet. À chaque fois qu'il y a un événement allant dans le sens de rendre justice aux victimes de l'insurrection ou bien du putsch, et c'est des coïncidences peut-être, mais c'est des coïncidences qui existent. Et nous savons que dans ce pays-là, mais tant qu'on n'aura pas rendu la justice aux victimes de ceux qui, le 16 septembre, ont voulu prendre le pouvoir par la force, je pense que ce serait une injure à la mémoire de ces martyrs-là que de ne pas leur rendre justice. L'attaque du 2 mars 2018 s'inscrit dans un projet de restauration du régime déchu par la remise en selle de Blaise Compaoré. C'est une déclaration notamment du Balai citoyen qui parle je partage. Aussi de complicité manifeste entre le régime Compaoré et les djihadistes de Yad Agrali. C'est un secret pour personne. On a le même son de cloche, notamment du côté de l'APMP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, laquelle vous appartenez d'ailleurs, voilà, qui considère qu'il y a comme une velléité de remise en cause, en tout cas, de sa lutte héroïque du peuple des 30 et 31 octobre. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que ce sont des arguments légers? C'est pas léger. On ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Vous ne pensez quand même pas que pendant 27 ans, ils ont régné dans ce pays-là et que en 2 jours, on les a balayés et qu'ils vont se croiser les bras et puis attendre. C'est ce que je reproche justement à la transition. On aurait dû, on ne peut pas permettre qu'après l'insurrection, il y ait des gens qui pavanent et qui ont quand même si la justice n'a pas encore dit, et qui ont du sang sur la main. Il ne peut pas se permettre ça. La transition devrait aller jusqu'au bout. La suspension du CDP n'était pas assez. La suspension du CDP n'était pas assez. Mais malgré tout, on a vu que des voix soi-disant internationales, soi-disant des droits de l'homme, ont dit non, il faut rétablir, parce qu'il y avait beaucoup à perdre. Ils ont perdu beaucoup. C'est léger, mais les faits nous démontrent qu'ils ne sont pas prêts à perdre leurs avantages qu'ils ont perdus le 30 et 31. On peut pleurer son paradis perdu sans pour autant aller jusqu'à pactiser avec l'ennemi et être un apatride. Puisqu'on pactisait avec l'ennemi, on pactisait avec les djihadistes avant de tomber. On pactisait, c'est un secret pour personne que les djihadistes avaient été logés, nourris, blanchis au Burkina Faso ici. Et c'est même ces djihadistes-là qui revendiquent l'attentat ils ont perdu, puisqu'on ne peut plus les héberger. On les a pas, le régime actuel, en tout cas, ne les héberge pas, ne les nourrit pas et ne les blanchit pas. Donc, son paradis perdu, si on veut le récupérer, il y en a qui croient que c'est par ces méthodes-là qu'il faut y arriver. Dans la série des déclarations, il y a pourtant dans la série des réactions, il y a pourtant cette déclaration du général de gendarmerie, Djibril Bassolé, qui appelle à l'union sacrée pour, dit-il, surmonter la dure épreuve imposée à notre nation, je le cite. Est-ce que c'est une déclaration qu'on retrouve notamment sur le site de nos confrères Net Afrique? Est-ce que c'est un appel que vous entendez? Lui, il est mal placé pour le dire. Mal placé. Quelle réconciliation il veut qu'on fasse? Sur le dos des victimes? De quelle réconciliation il parle? Sur le dos des victimes. Il parle de surmonter. C'est le peuple burkinabé qui est en train de surmonter les épreuves, parce que c'est pas lui il est au chaud là, à la Maca, il est bien au chaud. Oui, il a une résidence. Chez lui, il est bien au chaud, c'est pas lui qui est au front, hein, que je sache. Donc il veut que nous concilions sur quoi? On ne peut pas passer, comme Roch l'a dit, on ne peut pas passer par-dessus la justice pour se réconcilier. La réconciliation, nous on va se réconcilier avec qui? Puisque tout le monde dit nous ne sommes pas responsables. Ils sont tous là à dire nous ne sommes pas responsables. Gilbert dit nous ne sommes pas responsables de la mort de Thomas. Nous n'étions pas là. Nous étions juste allés pour l'arrêter. C'est ce qu'il a déclaré. On va se réconcilier avec qui? Ils ont dit qu'ils ont tué Thomas pour rectifier, pour soi-disant continuer la révolution. Ils l'ont abandonné. On va se réconcilier avec qui? Comment? Il faut d'abord qu'on ait des coupables pour pouvoir pardonner. C'est qui le coupable? C'est qui le coupable? Ils ont la chance aujourd'hui
eux, ils sont soit en résidence surveillée, soit à la Mako, logés, nourris. Mais Henri Zongoye et Thomas Sankara et Lengani, ils auraient souhaité, leurs enfants, leurs femmes, leurs sœurs et leurs mères, auraient souhaité eux aussi savoir qu'ils sont encore en vie et qu'ils vont justement passer devant la justice. Et où sont-ils? Est-ce que votre discours politique, quelque part, ne fait pas ce qu'on pourrait considérer comme l'apologie de cette insurrection permanente? Ce n'est pas une insurrection permanente. À partir du moment où il y a oppression, il y a résistance et lutte. À tout moment où il y aura une oppression, les gens vont se rebeller d'une manière ou d'une autre. Donc ce n'est pas une insurrection permanente, ça ne se décrète pas. Mais si vous avez des gens qui vous oppriment, vous êtes obligé de vous défendre. Seule la lutte peut libérer. Ce n'est pas une insurrection permanente qu'on demande. Si aujourd'hui on allait à la justice, comme il le crie, paraît-il, sur les réseaux sociaux, depuis qu'on l'a arrêté, qu'il veut parler, il veut parler. Mais on lui donne l'occasion de parler, de nous dire qu'est-ce qui a fait que lui, il a pris la tête d'un système soi-disant, de quelque chose qu'il n'a pas initié. Mais quand on est un haut gradé et qu'on porte un pantalon pour je ne sais pas quoi, pour cacher je ne sais pas quoi, quand on est un haut gradé et que des éléments sous vos ordres font une faute, qu'est-ce qu'on fait? On les met aux arrêts, on ne prend pas la tête d'un coup d'État en soi-disant. On les met aux arrêts, puisque soi-disant c'est les sous-officiers qui ont initié, et lui il n'y était. Comme par exemple, si vous avez remarqué, c'est le même système. Pour l'assassinat de Thomas, c'est quelqu'un qui a pris la responsabilité, et moi je n'ai fait que constater. Quand ils sont allés séquestrer le président Kafando et son premier ministre, non, c'est des gens qui ont été. Vous avez remarqué qu'il a toujours le même angle de défense et les mêmes méthodes. On surprend quelqu'un en réunion et on dit on n'est pas responsable, c'est un sous-officier qui a fait ça. Quand on est un homme et qu'on n'est pas d'accord, on fait quoi? Quand on est un homme et qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on fait quoi? Si on a peur de mourir, au moins on sauve ceux qui ne doivent pas mourir, les innocents. On ne prend pas la tête et puis recevoir des chefs d'État avec des tapis et puis dire après que non, c'est quelqu'un qui a initié et moi je n'ai plus que la responsabilité. Ça lui convenait ou pas? Il était un haut gradé, non, soi-disant c'est un général. Le général d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, on lui a proposé d'aller à l'école de guerre pour avoir son galon de général, il a refusé. Il a eu son galon de général comment? Tous autant qu'ils sont. Les 11 que je connais, en tout cas, ils ont eu leur galon comment? Si certains sont allés à l'école de guerre, les autres ils ont eu comment? Ce sont des galons de complaisance. La preuve, c'est qu'on est un général, des sous-officiers font quelque chose, et on va jusqu'à tuer des innocents, et on assume. Je voudrais qu'on revienne sur la parenthèse, sur la transition politique. Vous avez eu un goût d'inachevé par rapport à cette transition? Ah, tout à fait. Il y a eu j'ai eu un goût d'inachevé pour l'insurrection. L'insurrection aurait dû aller jusqu'au bout. Si on était allé jusqu'au bout, aujourd'hui, on ne serait pas en difficulté. Jusqu'au bout, pour vous, ça correspond à quoi? À la révolution. On aurait dû aller jusqu'à la révolution. La révolution, c'est quoi? C'est remettre encore tout un système. Là, on est en train de gérer un système là. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On est en train de faire de sorte que le système perdure. Vous imaginez quand même pas... Vous êtes quelque part partie prenante de ce neuf avec du vieux. Ah non, moi, si on m'écoutait, ce n'est pas moi qu'on a élu. Hein. On a élu Roch Kaboré, que je sache. On a élu Roch Kaboré. Moi, je suis une alliée de Roch Kaboré tout simplement parce que nos programmes se ressemblaient. Mais c'est à lui de prendre la responsabilité. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On ne peut pas laisser entre les mains les postes stratégiques, entre les mains du CDP et vouloir faire quoi que ce soit. Ça veut dire quoi? On arrive au pouvoir, on fait quoi? La gendarmerie, la police, c'est quand même un des postes stratégiques. On ne peut pas les garder tels quels et puis vouloir qu'ils fassent votre travail. Ce n'est pas eux qui vous ont élus. Ceux qui vous ont élus vous ont fait confiance. À vous écouter de près, on a le sentiment que vous appelez carrément des purges. Ce n'est pas une question de purge, c'est une question de on a été élu sur un programme, on veut l'appliquer. Ce n'est pas avec les adversaires politiques qu'on applique le programme. C'est quand même simple. Il faut laisser tomber cette histoire de pseudo-intellectuels qui disent oui, il ne faut pas faire la chasse aux sorcières. Ben, faire la chasse à quelle sorcière?
c'est faire injure à notre intelligence, à tous, de penser qu'il n'y a que les cadres du CDP qui peuvent occuper des postes de responsabilité. Est-ce qu'ils sont nés pour être directeurs? Est-ce qu'ils sont nés pour être chefs de service? Ils ne sont pas nés pour. C'est une injure à notre intelligence. Quand on arrive avec un programme, pour appliquer son programme, on vient avec ces hommes. Il faut laisser cette histoire de les pseudo-intellectuels qui disent « oui, il ne faut pas politiser l'administration ». C'est quoi la politique? La politique, c'est participer à la gestion de la cité. Comment voulez-vous que vous réussissez votre programme si vos adversaires politiques ont en main les leviers de l'économie, par exemple? Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas une purge. Sarkozy est arrivé en France, il a fait quoi? Tout ce que les autres avaient fait. Il a remis encore. Il est venu avec son équipe. Barack Obama est venu, quand les démocrates, il est venu avec son équipe. Bush est arrivé, Trump est arrivé, il fait quoi? Il est en train de mettre son équipe, il vient avec son équipe. On vient avec son équipe pour réaliser son programme. Si en 2020, les gens ne sont pas contents, ils n'ont qu'à changer. C'est un vote. Mais on applique son programme. Alors, sur la question du terrorisme, est-ce que vous comprenez l'argument d'une paix des braves avec les djihadistes comme prix à payer pour la préservation de la culture sociale? Une sorte, on va dire, de pacte avec le diable, dont le bénéfice pour les Burkina serait déjà la fin des attaques terroristes contre notre pays. Et ça, c'est pas sûr. Parce que c'est facile de dire faire la paix des braves et puis préserver pour pouvoir. Non, les djihadistes tels qu'ils sont, c'est quoi la paix des braves? Qu'on nous les ramène ici, que Rock les prenne et qu'ils les remettent à Ouara 2000, on nourrit grâce circulant avec des 4x4, des motos, qu'ils fassent ce qu'ils veulent comme dans le temps. Et puis comme ça, on va dire on a fait la paix pour pouvoir préserver. Et je rappelle que Guinguéré, Bassolé et autres Blaise, ce n'était pas pour la paix du peuple qu'ils faisaient ça. Et puis ils s'enrichissaient avec ça. La prise d'otages, c'est eux qui étaient les intermédiaires. Comment on peut dire que c'était pour la paix des... Pendant qu'ils prenaient, se partageaient l'argent des otages, est-ce que c'était pour le peuple burkinabé? Qu'est-ce que le peuple burkinabé a eu comme avantage? À savoir, oui, c'était pas pour la paix du Burkina qu'ils faisaient ça. C'était pour pouvoir s'enrichir. Dire qu'au moins pendant cette période, il n'y avait pas de Burkina. Parce que tout simplement, les djihadistes n'étaient pas encore à cette structuration telle qu'ils sont. Ils sont traqués de tous les côtés. Ils sont traqués de tous les côtés, que ce soit au Mali, que ce soit ailleurs. Ils sont traqués. Donc, forcément, ils vont changer de tactique. Pas, à l'époque, il n'y avait pas, quand ils ont fait le 11 septembre, il n'y avait pas encore cette bataille-là que le monde entier a engagé contre eux. Là, aujourd'hui, ils veulent quoi? Que nous appelons Rock à appeler Yagali, comme on l'appelle, s'asseoir et puis dire, bon, à Ouara 2000, vous reprenez vos villas. C'est quoi la paix des braves? C'est quoi la paix des braves? Le peuple burkinabé peut se défendre. Comme j'ai dit, c'est vrai que l'armée, nos forces de défense, c'est vrai, sont sous-équipées, ok. Mais il n'y a pas que l'équipement qui défend. Il y a la conviction, il y a la capacité. Et je pense que le peuple burkinabé est capable de se défendre. Comme disait Thomas, l'armée a beau être spécialisée, on ne peut pas confier sa sécurité à quelqu'un d'autre que soi-même. Donc le peuple burkinabé peut se défendre. Le peuple burkinabé va aider les forces de défense et de sécurité à sécuriser ce pays-là. Il ne faut pas confondre non plus les braconniers qui sont à Fada, parce que ce n'est pas pour rien que ce sont les postes forestiers qu'ils attaquent. Ce sont des braconniers, ce sont des gens qui, effectivement, sont en train de perdre eux aussi, avec l'organisation territoriale, qui sont en train de perdre leur poule aux œufs d'or. Ça aussi. Il ne faut pas créer la psychose en disant « Ah oui, tous les jours, il y a des attaques et tout. » Il ne faut pas confondre ces deux choses. Alors, le procès ministère public contre le général Gilbert Diendéré et 83 autres, ouvert et suspendu ce 27 février, reprend en principe le 21 mars. La reprise a été annoncée, en tout cas, dans un communiqué du procureur militaire Alioune Zaré, dans un communiqué en date notamment du 9 mars dernier. Comment est-ce que vous réagissez à cette annonce? Permettez-moi de m'étonner déjà, pour quelqu'un qui crie à corps et à cri qu'il veut parler, l'occasion lui était donnée de parler, il aurait pu s'abstenir. Mais si ce qui a été posé, moi je ne suis pas juriste, si ce qui a été reproché à ce tribunal-là,
Mais j'aimerais bien savoir, c'est qui les conseillers juridiques du président avant qu'il ne signe ce décret? C'est qui ces conseillers juridiques? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont pu, soi-disant, d'après ce que je sais, comment ils ont pu laisser faire ce genre de truc? Qu'est-ce qu'ils ont conseillé au chef de l'État? Parce que le sentiment qu'il y a une certaine forme de laxisme. Si ce n'est pas du laxisme, comment on peut dire que cette erreur a pu se passer? C'est ce que je dis, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Quand vous prenez un pouvoir, eh bien, vous allez jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On dit que c'est au ministère des anciens combattants que l'erreur a été commise. À quel titre? Qui est responsable des anciens combattants? Qui est ministre de la Défense? On doit aller jusqu'au bout. Comment un texte aussi important a pu se perdre dans les dédales d'éthique? Ce n'est pas possible. Excusez-moi. Dans le fond, qu'est-ce que vous attendez de ce procès-là? Moi, j'attends que la justice soit dite. J'attends qu'on dise qui a fait quoi, avec qui, pourquoi. Le pourquoi, on le sait, mais qui est responsable de ce désastre-là, qui a eu lieu pour tuer des innocents. On veut que la justice passe dans toute sa rigueur, que celui qui est coupable paye, celui qui n'est pas coupable, ben, qu'il soit libéré. C'est à eux de nous apporter la preuve. C'est pas à nous d'apporter la preuve, c'est à eux d'apporter la preuve qu'ils ne sont pas, coupables. De coupable en coupable, Gengere, il est sorti, il a dit oui, ce coup d'État, il n'aurait jamais dû le faire. Est-ce qu'on doute du fait qu'il y a eu coup d'État? Je rappelle que Gengere était à la manœuvre au moment où, soi-disant, il y a eu une tentative de coup d'État par Henri Zongo et Lengani. Je crois savoir qu'eux, ils ont été passés aux armes 48 heures. Le peuple burkinabé, dans sa magnanimité, leur permet de passer devant des juges. Alors qu'on aille jusqu'au bout, qu'on sache qui a fait quoi dans cette affaire. Puisqu'il prétend qu'il est innocent, eh bien, il va nous le prouver. Et pour qu'il laisse au moins le procès aller jusqu'au bout. Quel regard vous portez sur l'institution judiciaire? Si vous me demandez, alors là, moi je vais vous dire une chose. L'institution judiciaire pendant 27 ans est exercée par les mêmes. Au nom de quoi ils vont changer? Dites-moi. Au nom de quoi ils vont changer? Des gens, des magistrats, étaient à la manœuvre pendant 27 ans. Ils sont toujours là. Pourquoi voulez-vous qu'ils changent? Et puis, entre parenthèses, moi, à mon âge là, à cet âge-là, 66 ans et quelques, je crois que j'ai plus besoin d'un médecin que d'un magistrat. Je ne suis pas une voleuse. Je ne cours pas la femme du voisin ou le mari du voisin, donc j'aurais plus besoin d'un médecin. Pourquoi? C'est les magistrats qu'on doit, sous prétexte que l'indépendance de la magistrature, c'est quoi l'indépendance de la magistrature? L'indépendance de la magistrature, ce n'est pas être... c'est dans la tête que ça se passe. Quand on dit c'est au moment de prendre la décision que vous devez montrer que vous prenez en votre âme et conscience. Un des leurs a été assassiné, juge Nébier. Ben, j'attends toujours une réaction de ces magistrats-là. En dehors du fait de dire, bon, voilà, ce n'est pas... ce que l'expertise du français n'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En Italie, on voit des juges qui vont jusqu'au sacrifice suprême pour pouvoir défendre, quelque chose. Aujourd'hui, nos magistrats font quoi? Bon, je ne dis pas que tous ils sont pourris, mais il y a au moins 47. Ces 47-là, ils ont pu contaminer d'autres, qui aujourd'hui se rasent les murs alors que peut-être qu'ils sont honnêtes. Pourquoi les 47 sont toujours dans la magistrature? Pourquoi? Quand on brille un feu rouge et qu'on se fait arrêter, on fait comment? On vous retire le vélo, non? Alors, en attendant qu'ils apportent la preuve qu'ils n'étaient pas pourris, ben, pourquoi ils sont toujours dans le système? Pourquoi ils sont dans le système? Et pourquoi ils vont d'ailleurs se hâter de faire quelque chose qui pendant 27 ans ils n'ont pas voulu faire? Les magistrats
en principe, se contentent de dire le droit. Ils ne sont pas responsables de la position législative. Ben, je n'ai pas dit ça. Ils se contentent de dire le droit, mais pendant 27 ans, certains ont refusé de dire le droit. Chacun se débinait derrière quelque chose. Moi, non, moi, je ne suis pas, nous ne sommes pas habilités à juger. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui jugent des dossiers. À quel moment ils étaient indépendants? Quand ils disaient qu'ils n'étaient pas habilités, aujourd'hui, il y a des juges qui le font. Et ils étaient habilités pour qui? On ne demande même pas on leur demande pas de faire la révolution. On leur demande de jouer leur rôle. Moi, je n'accuse aucun juge, mais je sais qu'il y a 47 qu'on a quand même épinglés. Jusqu'à ce qu'on apporte la preuve, qu'ils apportent la preuve qu'ils étaient innocents. Pourquoi ils sont encore dans la magistrature? Qu'est-ce qu'ils font dans la magistrature? Il y a un certain nombre de sanctions qui ont été annoncées contre les magistrats. Annoncées, mais elles sont effectives quand? Depuis quand? Elles sont effectives. C'est peut-être un problème de communication interne. Ah ben ça c'est un problème de communication interne. Justement quand ça se pose au niveau de la magistrature, qu'est-ce que le syndicat de la magistrature fait? C'est communication. Qu'est-ce que le syndicat fait aujourd'hui pour dédouaner la grande majorité des magistrats? On fait quoi? On exclut de ses rangs les brebis galeuses. Il y a aussi l'autre dossier qui est celui de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, qui n'est pas encore, qui est sur la table des juges, mais en tout cas qui n'est pas encore programmé pour être jugé. Est-ce que vous avez bon espoir qu'un jour la justice... Ah non, mais ça, ce n'est pas une question d'espoir, c'est un souhait. Je pense que ça doit être fait. Ce dossier aussi doit être jugé. On ne peut pas sacrifier 35 de nos fils et neveux et oncles et autres, et puis passer à l'as à la réconciliation. C'est ce que je suis en train de dire. Et ceux qui crient à la réconciliation, on va se réconcilier avec qui? Comme disait la maman de Norbert Zongo, je vais pardonner qui? Puisqu'il n'y a pas de coupable, on va pardonner qui? D'accord. Dans l'actualité internationale, en tout cas, l'on retiendra la réconciliation surprise entre Raila Odinga et Uhuru Kenyatta. Les deux hommes se sont rencontrés le vendredi et ils ont échangé une chaleureuse poignée de main. En tout cas, Raila Odinga était allé jusqu'à s'auto-proclamer président du peuple kenyan. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce rapprochement entre les deux hommes? Je ne peux que saluer ce rapprochement si ça doit sauver des vies humaines. Parce qu'au Kenya, il y a eu des morts. Donc si ces deux se réconcilient, ça va soulager le peuple kenyan. Qu'est-ce que je dois comprendre? J'espère qu'ils vont aller au bout de ce qu'ils ont annoncé pour soulager la souffrance du peuple kenyan, pour que cette division ne fasse pas tomber des Kenyans sur l'autel des rivalités politiques. Mais justement, aujourd'hui, ils se saluent chaleureusement. Si on vous dit tant pis pour ceux qui sont morts, sacrifiés sur l'autel des ambitions personnelles de Odinga et de Kenyatta, c'est une réaction désabusée. Mais est-ce que vous comprenez cette réaction? On ne peut pas dire tant pis. Il ne peut pas dire tant pis. J'espère que la justice dans ce pays-là va fonctionner et aller jusqu'au bout pour que les morts ne soient pas morts pour rien. Qu'ils se réconcilient, qu'ils disent qu'ils vont arrêter les frais. Tant mieux pour le peuple kenyan. Peut-être que c'est aussi le prix de la préservation de la paix sociale. Cette forme d'impunité. Moi, je ne pense pas que ce soit l'impunité. J'espère que ça pourrait être accordé, on va dire, en tout cas, au Burkina, à l'ensemble des acteurs. En tout cas, au Burkina, nous ne ferons pas ça. Parce que je ne vois pas comment nous allons passer par-dessus les 31 cadavres de l'insurrection et les 16 cadavres au Burkina. On va se réconcilier avec qui? Qu'on appelle Blaise pour dire, bon, qu'on fait, tu peux revenir et puis, bon, voilà, on passe sous silence ce qui s'est passé. Ah ben non, il n'y aura pas, en tout cas, ce n'est pas mon souhait et je ne crois pas que ce soit le souhait de qui que ce soit dans ce pays-là. Et puis qu'on arrête de nous parler l'opposition politique, le CEPOF. Ben, j'aimerais rappeler à Zéphirin qu'il était Premier ministre de Rock au moment des privatisations. À chaque fois, on nous dit, oui, c'est eux qui, pendant 27 ans, ils ont collaboré avec Blaise. Eh bien, ministre de l'économie, ministre du commerce. Ministre de l'économie et des finances. Ministre de l'économie et des finances, quand Rock était Premier ministre. Les privatisations des sociétés d'État, la fermeture de certaines sociétés d'État. Il est aussi responsable que Rock.
Mais il a le culot à chaque fois, en tout cas dans son entourage, de dire oui, ils ont participé pendant. Mais lui, il a participé, non? Pendant 20 ans. Il a eu son poste d'Areva grâce à qui? À Blaise. Parce que le poste n'est pas destiné à Zéphirin. Et pourquoi il a eu le poste d'Areva? On sait très bien qu'il a eu son poste d'Areva. Et puis aujourd'hui, je suis chef de file de l'opposition, je suis chef de file. Mais pendant que il faut quand même peut-être lui reconnaître un mérite personnel. Il y avait beaucoup de Burkinabés qui n'ont pas il a peut-être opté au niveau d'Areva. Oui, mais pourquoi c'est lui qui a été désigné? Il a des mérites. Il n'est pas le seul à avoir ce mérite-là. Pourquoi? Et puis que je sache, quand il parle de « je suis chef de file de l'opposition », mais pendant que M. Benewende se battait pour qu'on reconnaisse le statut de l'opposition, obtenir le CEPOF, il était où? Il était aux côtés de Roch. Roch était président de l'Assemblée à l'époque, non? Il le sait. Et donc, s'il y a responsabilité, il se les partage. Il se les partage. Lui, Zéphirin, il a partagé la gestion de 20 ans de Blaise. Et puis, j'entends dans son entourage qu'on dit « Ah non, 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 quand lui il est arrivé, Blaise avait déjà son programme. » Eh bien, quand on est un homme et que le programme ne vous correspond pas, pourquoi vous prenez le poste? Pourquoi on prend le poste? Quand on est un homme et qu'on n'est pas d'accord, on dit non. Alors, on revient à notre actualité internationale. Je sais que l'actualité nationale vous tient beaucoup à cœur. On ne peut pas finir d'en parler. Je voudrais qu'on s'arrête sur l'autre annonce surprise qui est celle d'une rencontre entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Alors, la rencontre dont le lieu, en tout cas pour le moment, n'a pas encore été précisé, pourrait se tenir dans le courant du mois de mai. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on parle de cette affaire, on utilise beaucoup de conditionnels, tellement la chose paraît improbable il y a de cela quelques mois. Quelle analyse vous faites un peu de ce rapprochement entre guillemets? Si ce rapprochement-là peut nous épargner une catastrophe nucléaire, tant mieux. En espérant qu'ils sont les deux dirigeants qui seront à la hauteur de ce qu'ils ont dit. Et je vais savoir. Non, mais moi, mon point de vue personnel par rapport à ça, effectivement, le dirigeant nord-coréen ne cherche qu'à sécuriser son régime, puisqu'il donne l'exemple, effectivement, des pays dont les dirigeants ont été assassinés parce qu'ils n'avaient pas l'arme nucléaire. Mais qu'est-ce que le premier pays, la première puissance qui a utilisé l'arme nucléaire? C'est bien les États-Unis. C'est bien les États-Unis. Ils l'ont utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, je veux bien qu'on dénucléarise. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais j'espère que si ça peut nous épargner une catastrophe, eh qu'ils aillent jusqu'au bout. Mais, tout simplement, il faut dire qu'on ne peut pas être le pompier, on ne peut pas être celui qui met le feu et après on veut l'éteindre. Du côté de la Chine populaire, on serait tenté de dire que l'empire du milieu a son empereur. Xi Jinping, en tout cas, vient de voir son bail pratiquement à la tête de l'État renouvelé ad vitam aeternam, puisque le Parlement chinois a sauté le verrou de la limitation du mandat présidentiel en Chine. Je dirais que... Comment vous analysez? Moi, je dis, ce sont des décisions qui, effectivement, surprennent la plupart d'entre nous. Et c'est vraiment surprenant qu'on ait cette décision du Parlement. Mais si le Parlement décide de lever ce verrou qui a été mis en place par son prédécesseur, il y a une raison. Ils ne nous ont pas donné les raisons pour lesquelles il faut lever le verrou. Est-ce que c'est parce qu'il va rester à vita aeternam ou bien c'est parce qu'il pense qu'avec ça, il va réaliser le programme pour le bonheur de 1 milliard et 2 milliards de Chinois? Je suppose, j'espère que c'est pour permettre justement de réaliser... le bonheur d'1 milliard de Chinois, est-ce que vous croyez que l'homme providentiel existe? Peut-être, non, l'homme providentiel pour moi n'existe pas, mais pour les Chinois, peut-être qu'ils pensent que c'est ça qui va les aider à sortir, puisqu'ils ont engagé des réformes qui sont très importantes au niveau de la Chine. Est-ce qu'ils lui ont donné ce mandat pour qu'il réalise ces réformes-là qu'il a promis pour leur bonheur? Est-ce que ça, et je trouve ça anachronique, bien sûr, c'est mon point de vue personnel, c'est anachronique. Alors, on revient près de chez nous, où le tango entre le PDCI et le RDR d'Alassane Ouattara, les deux poids lourds, en tout cas de la
majorité présidentielle en Côte d'Ivoire se danse au son du refrain « Je t'aime, moi non plus ». Le projet d'un parti unifié des Oufouétistes semble avoir du plomb dans l'aile. Réunis à Yamoussoukro, les membres du PDCI qui étaient censés en tout cas rendre hommage à Henri Konan Bédié, le président du PDCI, ont clairement signifié à leurs alliés du RDR qu'il fallait que l'alternance se réalise en 2020. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la situation au bord de la lagune Brie? Mais non, si ils avaient un contrat, que chacun respecte son contrat. S'ils ont un contrat qui disait que en 2015, 2020, jusqu'en 2020, c'est le RDR qui prend le pouvoir. Et vous croyez au contrat en politique? Ben, moi, je ne peux que constater, je ne suis pas ivoirienne, c'est ce qu'on nous dit, qu'il y a eu un contrat. Lequel contrat, on a du mal à nous le montrer. Mais bon, de toute façon, les contrats en politique, les promesses n'engagent que à celui qui croit. Si ils se sont promis une alternance, je pense que bon, pour vraiment la paix en Côte d'Ivoire, parce que le peuple a assez souffert. S'ils ont signé ce contrat, bon, qu'on essaye de respecter ce contrat pour éviter encore au peuple ivoirien, frère, des épreuves qui ont jalonné son histoire. Alors, on revient et on termine avec vous sur une question beaucoup plus personnelle. Vous avez 66 ans aujourd'hui. Vous avez un engagement au sein de la Révolution démocratique et populaire sous le CNR. Oui. Vous êtes battu pendant toutes ces années. Aujourd'hui, véritablement, quel est le sens que vous donnez à ce combat et qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne pour vous, pour la postérité? Qu'on retienne que, bon, j'ai travaillé auprès d'un grand homme qui a tout fait pour sortir le Burkina du sous-développement, qui a donné jusqu'au sacrifice suprême. Je veux qu'on retienne que Thomas a tout fait. Il a tout fait pour nous préserver sur le drame du 15 octobre. Contrairement à ce qu'on croit, il a tout fait pour nous épargner ce drame-là. Bon, il n'a pas réussi. Je veux qu'on retienne que nous nous sommes battus aux côtés de ce grand homme-là et que demain, je pense que la génération qui suit va suivre ses pas. Et je suis persuadé qu'après l'insurrection, il y a plein de Thomas Sankara dans ce pays. Dieu ne peut pas nous avoir donné qu'un seul Thomas Sankara. Ce n'est pas possible. Il doit en avoir. Il faut qu'un jour, nous nous retrouvons avec une génération qui est consciente. Et je sais que la jeunesse burkinabé est si consciente qu'on dit que c'est le quartier latin. En dehors du Bénin, c'est le quartier latin de l'Afrique. Et je pense qu'il y aura un Thomas Sankara dans ce pays. Il y en aura un Thomas Sankara dans ce pays. Et à ce moment, je pense déjà que nous avons été plus ou moins consolés avec l'insurrection. Parce que nous avons versé toutes nos larmes d'impuissance face à ce régime qui, pendant 27 ans, a nié l'évidence, a tout fait pour que, justement, la vérité ne soit jamais connue sur l'assassinat de Thomas. Mais la vérité, si vérité il y a, nous l'aurons. Et j'espère quand ce procès va arriver aussi, nous saurons les tenants et les aboutissants. Et je souhaite que la jeunesse burkinabé garde espoir qu'il y a un Thomas Sankara parmi eux. Merci, Madame Petrapa, d'être passée sur la brèche. Merci. On s'arrête là pour aujourd'hui. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous retrouve dimanche prochain, toujours en direct sur la RTB, avec un autre invité sur la brèche. Excellent sur le programme sur la RTB. Bonsoir.